La jalousie, l'épisode. C'est parti vers une voie que je craignais un petit peu et c'est pas génial une grande majorité du temps. Mais c'est un peu rattrapé par la fin, heureusement. En tout cas, ouais, c'était pas un épisode sensationnel. Même si la toute fin semble promettre qu'il va se passer enfin quelque chose et que ça va redécoller un petit peu. Alors, en tout cas, voilà, on va avoir une grosse période de temps qui va être centrée sur Grandis, ou Gladys, d'après le titre français. Alors, une petite parenthèse rapide sur ça avant de commencer la critique de l'épisode. Je ne suis pas vraiment penché sur les traductions de noms de la VO à la VF parce que j'ai pas non plus trop fait gaffe, mais il y a quand même certains trucs qui sont un peu bizarres. Je comprends pas pourquoi on traduit Grandis en Gladys. Ça parle plus Gladys sans doute, mais là c'est un petit détail. À côté de ça, on traduit Samson et Hanson par Caius et Titus. Pourquoi? C'était si compliqué, ça passait pas bien, Samson, je sais pas trop là. Et on traduit King par Attila. Parce que c'est plus mignon, Attila, apparemment. Voilà, ces traductions françaises de noms sont un peu ridicules, je trouve. Et c'est pas comme Lupin the Third qui a été traduit par Edgar de la Cambriole parce que c'est des problèmes de droit. Donc ouais, c'est chiant et c'est con, mais il y a un truc légal compréhensible derrière. Là, je comprends vraiment pas cette logique de changer les noms comme ça. Je veux dire, quand on traduit des noms qui sont vraiment à consonance très japonaise dans Sakura chasseuse de cartes en noms qui ont une consonance très européenne, française, qui nous parle bien, je comprends la démarche. Vraiment, je comprends la démarche. Par contre, je comprends vraiment pas la démarche ici, quoi. Grandis, Gladys, Samson en Caius, c'est mieux ça? Excuse-moi, c'est un petit détail. On passe à la critique de l'épisode. Hein. Donc, dans le Nautilus, Samson commence un petit peu à se plaindre qu'il n'y ait que du poisson qui soit servi chaque jour. Il en a un petit peu marre, sachant que bon, c'est un petit peu normal vu qu'on est dans un sous-marin. C'est la nourriture principale. Même si je pense qu'il va y avoir un petit peu autre chose à côté, pas que ça dans l'absolu, sinon ce serait pas bon pour la santé. Manger exclusivement la même chose, les mêmes nutriments, c'est pas génial sur le long terme pour le corps. Et je pense qu'il doit y avoir un tout petit peu de diversité à côté, sinon ce serait pas logique. En tout cas, voilà, on va poursuivre. L'histoire de Grandis qui en pince pour Nemo et qui essaiera donc de bien se faire voir en lui faisant des petits plans en étant toute choupie. Ah, Nemo, vous avez vu ce que je fais, tout ça, tout ça. Tandis qu'elle aussi prêtera, donnera une de ses vieilles robes à Nadia. On sent qu'elles se sont rapprochées, c'est un peu mignon ça. On va avoir un petit passage lors donc de la scène du repas où Nadia essaiera de bien se faire voir. Elle dit ah tu vois ma nouvelle robe Jean et Jean fait pas gaffe, il est pris dans les bouquins d'Electra. Et ouais, lorsqu'il la voit rapidement dans cette robe, il réagit pas alors que c'est pas logique du tout avec son comportement. C'est quelqu'un qui est attiré un petit peu physiquement par elle, quoi. Il la trouve attirante, on voit qu'il a eu ses petits moments pervers pour ça. Si elle est bien habillée comme ça, habillée de façon aussi jolie, sexy que ça, je pense qu'il devrait avoir l'attention captée par ça. Il devrait pas ne pas faire gaffe. C'est complètement con, je trouve. Hein. C'est pas du tout en lien logique avec ce que le personnage a montré avant. Mais bon, c'est pour créer une espèce de petite jalousie de la part de Nadia, parce il va pas y avoir que la grosse jalousie centrale dont je vais parler dans pas longtemps. Il y a aussi la légère jalousie de Nadia qui est mise en place sur le fait que Jean s'intéresse au bouquin d'Electra. Donc elle croit, elle prend assez mal le fait qu'il s'intéresse à Electra et pas à elle. C'est chiant et sans intérêt. Pourquoi vous faites ça, les gars? Vraiment? Vraiment, je vois vraiment pas en quoi il pourrait pas s'intéresser donc au bouquin qu'il y a dans le Nautilus et à Nadia en même temps, parallèlement. Plutôt que de dire je sais m'intéresser qu'à une chose à la fois, c'est complètement stupide. Et pourquoi Nadia sent une certaine jalousie pour Electra, quoi? C'est complètement stupide. C'est pas pour Electra qu'elle devrait être jalouse, quoi. C'est n'importe quoi. Mais bon, en parlant d'Electra, il va y avoir la grande rivalité de cœur entre elle et Grandis. Et c'est saoulant. Je veux dire, dans l'épisode précédent, c'était déjà limite.
Ouais, ça faisait un peu sourire, mais c'était limite là, non, c'est saoulant. Hein, je suis vraiment pas adhérent à ça. Hein, elles se disputent, elles se chamaillent, elles se crêpent un petit peu le chignon parce qu'elles veulent toutes les deux attirer l'attention du mec pour qui elles ont un béguin. Et ouais, ça rabaisse les personnages. Je veux dire, avoir le béguin pour quelqu'un, c'est pas, ça rabaisse pas un personnage. Être amoureux, c'est pas être rabaissé, faut pas exagérer. Mais quand on en revient à cette chamaillerie parce qu'on est amoureux de quelqu'un en même temps que quelqu'un d'autre, c'est vraiment pas génial, quoi. Ça atténue la force d'un personnage quand on tombe là-dessus. Le premier exemple qui me vient en tête tout de suite, c'est Yu-Gi-Oh! 5D, où vers la deuxième moitié de la série, on met en avant un groupe de trois femmes qui ont chacune une personnalité assez importante, qui ont un certain rôle, même si pour certaines d'entre elles, c'est beaucoup moins prononcé au bout d'un moment, qui sont toutes les trois amoureuses d'un même gars, d'un même protagoniste. Et voilà, ce sont des grosses groupies au moment où on appuie ça. Et plus ça va, plus on appuie ça au fur et à mesure de la série, et elles sont presque rabaissées, réduites à ce rôle-là. Ce qui fait que elles perdent tout intérêt. Elles perdent tout intérêt lorsqu'elles tombent là-dessus, parce que ce sont des groupies, je me chamaille pour l'amour d'un mec, c'est tout ce qui me définit à ce moment-là, je n'arrive pas à aller au-delà de la chose. Ces moments-là sont gavants, sont particulièrement gavants. Et c'est particulièrement frustrant dans Yu-Gi-Oh! 5D, où au début, il y avait vraiment qu'une relation qui se mettait en place, quoi. C'était j'ai oublié son nom, Jack, je sais plus, enfin bref, il y avait que notre protagoniste et une fille sur lesquelles on se centrait, quoi. Il y avait 7 relations qui étaient mises en place, le reste, c'était des petites groupies rapides, et il n'y avait pas vraiment de relation de jalousie entre ces personnages-là. On a insisté à fond là-dessus, à chaque fois qu'on voyait ces personnages, et elles sont devenues beaucoup moins intéressantes avec ça, et elles perdent énormément en intérêt, Electra et Grandis, quand c'est le cas. Sérieusement, et on passe facilement 5-6 minutes là-dessus. 5-6 minutes où elles se chamaillent, elles se cherchent d'époux parce que elles supportent pas que l'autre ait des vues sur le même mec. Vous savez, ça me rappelle un petit peu pourquoi j'adore FF7 et pourquoi il a su, ce jeu, mettre en place des critères dans la perception de comment une fiction devrait être écrite. Parce que on a une histoire de triangle amoureux dans Final Fantasy VII, mais jamais, ce n'est jamais montré au point de rendre les deux filles qui sont amoureuses du même mec jalouses, à chamailler, rivales de façon ridicule comme ça. Ils ont cette décence, nos personnages ont cette décence de ne pas aller dans ce pic-là, dans ce bas-là. Et c'est gavant quand ça arrive parce que on a montré dans les années 90 qu'on pouvait faire ça. Qu'on peut créer des triangles amoureux, des cas où plusieurs personnes sont amoureux ou amoureuses de la même personne, sans aller à ce point-là dans la rivalité grotesque. Et c'est exactement le cas ici. Et j'ai le sentiment que ça risque d'être poursuivi par la suite, parce qu'il n'y a pas vraiment de conclusion à ça, ou de début de quelque chose. Pour l'instant, en tout cas, peut-être que ça finira par vite se conclure, ça, et qu'on n'aura pas plus, mais voilà, on met ça en avant. Et ouais, on va avoir droit à ça durant les 15 minutes, 15 premières minutes d'épisode, en gros, quoi. Des moments de chamaillerie, Grandis qui veut être avec Nemo, Electra qui le vivra mal et donc qui sortira un petit peu du cadre de ses fonctions pour empêcher un petit peu ça. D'ailleurs, voilà, à un moment donné, étant donné que Samson se plaint qu'il y a toujours que du poisson à manger, il y a Nemo qui finit par prendre la décision de s'arrêter, de se stopper et d'aller sur la terre pour se réapprovisionner. Donc va y avoir des gens qui pêcheront et certains qui partiront à la chasse. Je vais en parler un tout petit peu de ce détail-là, le détail de la chasse. En tout cas, voilà, il y a ça qui est mis en place, tout le monde se met à terre, c'est aussi une occasion de se reposer un petit peu. Il y a un passage que j'ai bien aimé, au moment où Nadia voit tout le monde partir direction la Terre, qui se rend compte que
au bout du compte, il y a une espèce de melting pot de gens de couleurs différentes et qui sont ensemble pour un but commun. Et ça le surprend parce que là, une fois de plus, on est à la fin du 19e siècle, c'est pas aussi courant que ça. Et il y a Nemo qui met bien en avant qu'on est tous unis par but commun. Et même si dans notre société, il y a des dissensions assez évidentes qui se créent au sein de différentes races, entre guillemets. Et là, quand on a un but commun, quand on sait mettre de côté ça, on peut vivre ensemble de cette façon-là. De façon assez subtile et rapide, sans en faire des caisses. C'est bien, c'est très bien, vraiment. Ça met aussi en avant le fait que leur but, c'est vraiment de combattre Néo-Atlantis. C'était pas forcément clair à 100%, mais maintenant on est fixé. Et puis bon, ça donne un petit peu l'impression que tous ces gens-là ont été eux-mêmes victimes de Néo-Atlantis à un moment donné, d'une certaine façon. Donc ça peut être très intéressant si on se penche là-dessus par la suite. Voilà, ce petit moment était pas mal. Et puis après, ben, on va repasser au moment un petit peu ridicule et chiant. Il y a un passage que j'ai vraiment pas apprécié de moments pervers comme on en avait eu avant, mais les moments pervers qu'on avait eu avant, ils étaient rapides, ils étaient mignonnets, c'était des gens qui, dans la circonstance un peu particulière, avaient un petit peu ces petits instincts primaires qui ressurgissaient rapidement et Nadia qui réagissait rapidement, mais ça durait quoi? Quelques secondes, on n'en faisait pas des caisses. Cette scène dure facilement 1 minute, j'ai pas chronométré, mais pas loin d'1 minute facile, où il y a Grandis qui veut changer dehors pour enfiler un maillot de bain et donc bien se faire voir par le capitaine Nemo, et Samson qui l'azieute de façon complètement excessive, en mode pervers total. Et Nadia qui va se changer en même temps, Jean qui va être un petit peu interpellé par ce que fait Samson, donc lui aussi il pointera sa tête par-dessus le rocher, et oh, comme par hasard ils se font repérer, ils s'en prendront plein la gueule. Ce genre de délire, j'ai jamais trouvé ça génial. Je veux dire, peut-être les premières fois ça m'a fait rire, mais il faut toujours qu'on ait une scène comme ça. Et apparemment, étant donné qu'il n'y a pas de bain chaud dans cette série, on n'aura pas la scène où nos personnages seront dans deux bains chauds différents et les mecs essaieront de les épier, d'épier les filles alors qu'elles se baigneront. Si ça se trouve, ça arrivera. Si ça se trouve, on aura cette scène-là, cette scène qui est présente dans 50% des œuvres animées japonaises. Sérieusement, on a toujours droit à cette merde-là. Tout le temps. Je sais pas, c'est un truc culturel, sans doute. Et ouais, c'est lourd à la longue. La première fois, ça fait un peu sourire, là, c'est lourd. Et ouais, c'est là où c'était léger et rapide. Les premières fois, on en fait des caisses sur ça, je trouve ça ridicule. Et ça alourdit grandement l'immersion. Enfin bref, on va avoir donc Grandis qui s'énerva contre Samson, etc. etc. Il y a Grandis qui essaiera de se rapprocher un petit peu de Nemo avec des mots doux, tu sais, tout ça. Nemo qui essaiera de lui dire quelque chose, mais pas tout de suite parce que Electra les empêchera d'aller plus loin à nouveau. Hein, ils chamailleries à fond entre celui-là. Et donc on sait pas exactement ce qu'il veut lui dire, Nemo. Je pense pas qu'il veuille lui dire qu'il en pense pour elle. J'imagine que ce qu'il voudrait lui dire, je pense qu'il n'est pas stupide, Nemo, je pense que ce qu'il veut lui dire, c'est qu'il a compris qu'elle en pensait pour lui et qu'il veut lui dire que c'est pas la peine d'espérer faire quelque chose avec lui parce que c'est un grand solitaire, genre il a vécu une histoire d'amour qui s'est mal terminée et c'est impossible pour lui de poursuivre un truc comme ça. Je vois totalement un truc comme ça. Hein, c'est un petit peu ça qu'il voudrait lui dire. Et j'aurais pas été contre qu'il lui dise tout de suite, en fait, pour casser ça tout de suite et pas progresser plus. Mais bon, hein, j'imagine qu'il faut garder ça pour plus tard. Et voilà, les 15 premières minutes, c'est ce genre de truc. Il y a quelques petits moments rapides, mais globalement, c'est assez médiocre. Vraiment, c'est pas du bon développement de personnage, c'est pas affligeant non plus, mais ça vole vraiment pas haut. Et je m'attendais à ce que ce soit le premier épisode presque avec un pouce baissé. Heureusement, il y a les 5 dernières minutes qui rattrapent pas mal le tout. Heureusement. Donc alors que nos mecs sont partis à la chasse, Jean, Samson et d'autres, il y a Nadia et Grandis, et Marie aussi rapidement, elle est là histoire de dire, qui se posent
et discute au coin du feu, et Grandis qui finit par raconter un petit peu son passé, comment elle a vécu. C'était une fille de noble, qui a perdu sa mère quand elle était très jeune à cause d'une maladie, une vraie héroïne Disney donc. Donc en grandissant, elle a eu un premier amour, ça semblait être le paradis pour elle, mais c'était un escroc, elle s'est fait avoir, donc on en a fait référence avant, lorsque Hanson et Samson en ont parlé. D'ailleurs, oui, on apprendra que Hanson et Samson étaient au départ son chauffeur et je sais pas, son ingénieur, je sais plus exactement. Enfin bref. Voilà, il travaillait pour elle avant. Donc, à cause de l'escroc en question, ils ont perdu leur fortune, mais grâce aux bijoux que sa mère lui a laissés, Grandis a pu un petit peu rebondir, et grâce à Samson et Hanson qui l'ont suivi, ils l'ont accompagné jusqu'au bout. Elle a pu un petit peu se remettre sur pied, et étant donné que ces bijoux ont représenté énormément pour elle, elle s'est mise un petit peu dans la tête de chercher des grands bijoux parce que ça avait une valeur plus que pécuniaire, mais aussi sentimentale pour elle. Voilà pourquoi elle voulait l'eau bleue. Donc voilà, elle en a entendu parler, je sais pas où, dans un article, comme quoi ça avait de la valeur, et c'est pour ça qu'elle voulait s'en prendre à l'eau bleue. Voilà. Bon, déjà, je suis content qu'on explique enfin pourquoi elle voulait s'en prendre à l'eau bleue. J'avais presque un petit peu peur qu'on saute ça, qu'on zappe ça et qu'on n'en parle plus. C'est cool qu'on appuie ça. Et aussi le fait que, voilà quoi, ça c'est passé ça. Maintenant, c'est pas l'eau bleue qu'elle recherche, elle recherche un joyau plus important, le cœur du capitaine Nemo, parce que elle a été vraiment touchée par le gars. C'est assez mignon, ça appuie bien le personnage, son passé est plutôt joli, un petit peu triste sur les bords, ça est très bien, voilà, c'est très bien fichu. Et on a même une fin qui m'a bien plu, même si ça va être peut-être un chouïa polémique ce que je vais dire d'un pas longtemps. C'est un petit peu le problème, je déteste aller sur le polémique, mais bon, on était un peu obligé de s'étendre là-dessus. Bref, il y a Grandis qui dit à Nadia donc que s'il y a quelque chose à chérir entre elle et Jean. On sent que c'est peut-être un peu plus que de la simple amitié entre eux. Et ouais, elle a l'air d'être un petit peu touchée et réceptive à ça, Nadia. Seulement, ça va être assez désamorcé quand le groupe reviendra de la chasse et ramènera un petit fan mort. Et donc, Nadia le vit super mal et ça l'énerve particulièrement de voir que tout le monde considère ça comme normal. Donc elle finira par s'énerver envers tout le monde, se sentir triste, délaissée, personne ne me comprend, etc., etc. Et je suis sûr qu'il va y avoir certaines personnes que ça a un petit peu énervé. Moi, je trouve que c'est la première fois dans cette série qu'on joue de façon intelligente sur le fait qu'elle est végétarienne. Bon, parce que c'est parti pour la polémique, parce que je considère que la chasse, sur le principe, n'est pas une mauvaise chose. Vraiment, je ne m'excuserai jamais du fait de penser que l'être humain n'a pas à se rougir, à se sentir coupable de manger des animaux pour vivre. Étant donné qu'énormément d'animaux le font, je vois pas pourquoi nous on devrait s'en priver, c'est complètement ridicule à titre personnel de penser comme ça. Cela dit, je considère que c'est assez important de faire gaffe à comment nous traitons l'écosystème. Et de nos jours, c'est surtout la surindustrialisation et surtout la surpopulation qui est la cause principale des gros problèmes qu'on a tout de suite avec l'écosystème et de cette extinction de masse qu'on subit depuis pas mal d'années. Donc ouais, nier que l'être humain est responsable de ça, ce serait être complètement con aussi. Le truc avec ça, je pense pas que la solution radicale de devenir vegan soit la seule solution possible. La solution qui me semble plus juste, c'est de faire gaffe à manger moins de viande et de moins renflouer les caisses des industries qui gèrent ça mal, qui sont responsables des plus grosses pollutions et ouais, surtout le plus important à faire, ce serait de diminuer la population. Et bon là, comment faire ça sans être Thanos, hein? Que voulez-vous? Bref, là je suis parti dans une grosse tangente. Le fait est que surtout à l'époque, je ne vois absolument aucun problème de tuer des animaux de temps en temps pour se nourrir. Énormément d'animaux sauvages le font, pourquoi nous on le ferait pas de temps en temps? Je ne vois pas le problème. Le fait est
que je comprends malgré tout euh, comment se sent Nadia dans ces circonstances. Même si je ne suis pas d'accord avec son idéologie, je comprends très bien pourquoi elle est énervée face à ça, pourquoi elle se sent vraiment seule et délaissée par les autres avec ce qui se passe, parce que c'est la seule à avoir cette considération dans le groupe. C'est la seule à se dire que c'est horrible de tuer des animaux et que manger des animaux, c'est répugnant. C'est la seule à penser ça. Et lorsqu'elle voit tout le monde juger ça comme normal, surtout Jean, pour qui elle a un petit béguin, c'est normal qu'elle se sente un peu trahie sur le coup, qu'elle se sente vraiment seule et, et aigrie de ça. Donc sa réaction exagérée où elle gueule sur tout le monde, où elle en vient à être triste dans son coin, à même engueuler King l'espace d'un moment pour s'excuser après, je trouve que c'est bien amené et que ça a une certaine force par rapport à sa perception de la situation. Ça l'étoffe un petit peu, ça la rend assez touchante de se sentir un petit peu seule dans son état d'esprit par rapport aux autres, sachant que oui, j'ai rien contre les végétariens et les véganes, hein, s'ils veulent ne pas manger de viande. Tant mieux pour eux, hein, je suis vraiment personne pour dicter à quelqu'un comment il faut manger non plus. Donc ouais, ça, on ressent cette solitude qu'elle ressent. Et le fait que elle a du mal à s'attacher à ces gens-là, même à Jean, parce qu'il y a une considération assez grave qu'ils ont et qu'elle n'a pas. C'est dans sa tête au moins, de son point de vue. Donc je trouve ça assez fort dans la mise en scène et bien fait. C'est la première fois, je trouve, qu'on joue de façon intéressante et intelligente sur son végétarisme. Alors qu'avant c'était histoire de dire quoi. Là, nickel. Donc ouais, ça se termine pas tout à fait là. On a un tout petit truc en plus avec le médaillon de Nadia qui commence à briller parce que il sent un danger à une certaine distance. À nouveau, je trouve ça un peu... Je trouve qu'on aurait pu un peu mieux jauger ça. Mieux manipuler la chose parce qu'à plusieurs moments elle était en danger, mais on n'a pas vu le talisman briller parce que j'imagine qu'elle savait qu'elle était en danger, elle pouvait rien y faire, un truc comme ça. Je sais pas trop, c'est bizarre. Honnêtement, quoi, à de nombreux moments, on aurait dû faire briller ce talisman dans les épisodes précédents et on l'a pas fait. Mais bon, on le fait briller quand ça aide le scénario, ça. En tout cas, voilà, le talisman brille, il y a un danger pas loin, j'imagine que c'est Gargoyle, et les choses vont décoller par la suite. Donc voilà, les 15 premières minutes étaient assez médiocres, très bof. Les 5 dernières étaient assez fortes, sur le passé de Grandis, la considération de Nadia, bien amenée, vraiment, j'ai bien apprécié ça. Ça rattrapait bien la chose. Cet épisode est correct grâce à ça. Et par la suite, avec cette espèce de mini cliffhanger de fin d'épisode, ça peut promettre quelque chose de vraiment pas mal par la suite. On verra bien. À bientôt pour l'épisode 13. Bye.